Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Embrasser ces problèmes de propriétaires immobiliers. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour depuis l'accouchement, donc me voici maintenant sur des nouveaux épisodes, même si vous avez déjà entendu la semaine dernière, j'étais avec Cyril et le bébé était présent, peut-être que certains avaient entendu quelques petits bruits de bébé derrière l'épisode. Là, je suis toute seule et je suis de retour pour enregistrer mes épisodes au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va parler de sujet mindset, parce que c'est hyper important et je me rends compte, enfin c'est vrai, bon voilà, je le dis souvent, que en fait, l'état d'esprit, la façon dont on va aborder les choses, elle a un impact, mais incommensurable par rapport à ses résultats. Et j'avais envie de parler des problèmes que l'on peut rencontrer en tant que propriétaire immobilier. Donc là, on va vraiment parler de l'envers du décor, une fois que tu es propriétaire, que tu as tes biens sous gestion ou que tu gères toi-même, peu importe, et les problèmes que tu vas pouvoir rencontrer, quelle est l'attitude constructive que tu vas pouvoir adopter lorsque tu vas rencontrer différents problèmes. Vous allez voir dans l'épisode, on va évoquer 3 problèmes les plus courants, qui est premièrement un problème avec un locataire, notamment lors de sa sortie. Le deuxième problème courant, ça va être un problème technique dans le bien, dans lequel il va falloir faire des réparations pour X raisons. Je vais vous raconter des exemples juste après. Et le troisième, des problèmes avec la copropriété. Donc ça, c'est les problèmes un petit peu que je vais discuter en exemple dans cet épisode. Et l'idée de l'épisode, c'est vraiment de vous expliquer comment nous, on aborde les choses de façon, en fait, vraiment très sereine dans ces différents scénarios. Et l'épisode m'était également inspiré par l'une des personnes qui a suivi notre accompagnement et qui vient Enfin voilà, je lui demande des nouvelles et elle me dit « Oh là là, il y a plein de sujets, il y a plein de problèmes, machin », et puis qui m'explique tous ces problèmes. Et c'est intéressant parce que, voilà, en plus de ça, c'est ce qui est courant, c'est qu'on se laisse influencer par son entourage, qui des fois va nous monter le bourrichon encore plus. Donc ça, c'est typique. Donc imagine, tu as un problème avec un locataire et que tu as le malheur d'en parler avec quelqu'un qui n'a jamais investi en immobilier. Oh là là, mais c'est la catastrophe, t'arriveras peut-être pas à relouer, tu vois, l'immobilier c'est vraiment compliqué. Et en fait, la personne, elle peut t'enfoncer, genre mais quelque chose de puissant. Hein. Parce que je sais pas, les gens, en fait, ça c'est un truc naturel, hein, c'est que quand on se plaint de quelque chose, la convention sociale veut que la personne en face se lamente encore plus pour toi, pour finalement te réconforter en compatissant avec lui de la catastrophe que tu es en train de subir. Et en fait, finalement, la personne, elle en rajoute et elle t'enfonce encore plus, tu vois. Mais bon, ça, elle s'en rend pas forcément compte. Donc, ça, c'est un truc hyper classique qui peut arriver. Et donc, déjà, la première chose, je pense, c'est que ça sert pas forcément à grand-chose. Je vous avoue que Cyril et moi, même par volonté, quand on a des petits sujets, des petits soucis, on n'en parle pas des masses. On n'en parle pas des masses parce que je trouve que ça apporte pas grand-chose. Les gens, ils vont tout de suite se dire « Oh là là, ils ont des gros problèmes avec leur truc immobilier », alors qu'en fait, c'est des minuscules problèmes. Mais tu vois, si tu lui dis « Ah, il y a une vacance locative depuis 1 mois dans un studio. Oh là là, ça y est, c'est la cata. Ah oui, du coup, ça marche plus très bien. » En fait, non, c'est juste la mauvaise période, le mauvais moment. Bref, donc nous, en fait, on fait même le choix délibéré de pas vraiment en parler à notre entourage. Hein. Vraiment, mais de façon hyper anecdotique. Vraiment. Donc, maintenant que vous avez compris, souvent, donc, on a un problème qui va nous arriver. On va donner par exemple l'exemple d'une problématique d'un locataire à la sortie qui, alors, soit il fait la petite astuce de ne pas payer son loyer le dernier mois parce qu'il veut être sûr de récupérer sa caution. Donc, en fait, c'est quelqu'un d'un peu parano. Mais parce qu'en réalité, il sait très bien qu'il n'a peut-être pas pris soin de l'appartement, donc il risque de se faire prendre la caution. Du coup, il se dit, si j'ai trop peur, du coup, voilà. Enfin, je sais pas. Il y a des logiques comme ça. Il y a des locataires qui vont avoir cette logique. Hein. Sachez que normalement, non. Un locataire doit
doit payer l'ensemble de ses loyers. La caution, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, il n'a pas le droit de ne pas payer le dernier mois parce qu'il considère que c'est sa caution qu'il récupère. Non, ça marche pas comme ça. Mais il y a des locataires qui vont le tenter. Donc, ça, c'est stressant. Et en plus de ça, quand on fait évidemment l'état des lieux de sortie, on se rend compte qu'il y a eu des soucis. En fait, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on se dit « Oh là là, les locataires sont pas respectueux ». Et puis du coup, tu vas commencer à râler et tu sais, à te faire perdre de l'énergie. Enfin, mais il y a des gens, il y en a plein des gens qui vont râler sur les locataires, les gens qui viennent même en Airbnb. Il y a des gens qui vont râler en se disant « Ah bah les gens sont pas respectueux, les gna. » En fait, tu perds de l'énergie mentale en fait à réfléchir comme ça. Tu perds de l'énergie, mais inutilement, parce que ça ne va rien changer. Tu ne changeras jamais les gens. Les gens, ils sont tels qu'ils sont. Donc, il faut les prendre comme ils sont. Donc, ça sert à rien, mais vraiment à rien de râler sur les personnes. L'idée, et donc dans ce cas, donc voilà, continue dans le cas typique du mauvais mindset, c'est que du coup, tu vas râler sur les gens, tu vas te dire, voilà, les gens sont pas respectueux, puis du coup, tu vas peut-être t'énerver, tu vas envoyer un email avec du détail, en étant désagréable, en mettant tout ton stress, et puis tu vas mal dormir parce que tu vas dire, je vais devoir confronter, je vais pas récupérer mon argent, etc., etc. Enfin bref, tu vois, tu vas vraiment te faire du mouron, du souci. Et du coup, l'immobilier, pour toi, c'est quelque chose, oh là là, tu dis, oh là, mais c'était stressant, mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est l'horreur. Moi, vraiment, avec Cyril, on n'a pas du tout cette attitude, même si peut-être au tout début, on aurait pu avoir peut-être une attitude un peu comme ça. Moi, c'est pas trop mon style. Tout de suite, on s'est posé, parce qu'on a eu des soucis avec des locataires où on se disait, oh là là, il a pas vraiment pris soin du truc, c'est pas top, etc. La première chose, donc je vous donne les 3 étapes. La première étape, c'est toujours de se dire, ok, concrètement, le problème, il coûte combien ? Dans le pire des cas. C'est-à-dire que concrètement, ok, tu as eu un locataire pourri, imagine, il ne voudra jamais te payer ton loyer, et puis en fait, finalement, il a pris ta caution sur le loyer. Bon, normalement, si vous faites du meublé, vous avez 2 mois de loyer, donc vous avez de quoi voir venir quand même en termes de caution. Mais peut-être qu'il a fait plus de dégradation que ça, donc vous n'allez pas pouvoir récupérer votre dû, ou peut-être qu'il va vraiment être de mauvaise foi, et du coup, ça va être un stress, et tu te dis, oh là là, est-ce que je vais me battre là pour les 300 € qu'il devrait me donner pour, je sais pas, changer un meuble ou repeindre un mur qu'il a vraiment trop taché, qui n'est pas récupérable. Bon, bref, peu importe quel c'est le montant. La question, c'est toujours de se dire, OK, dans le pire du pire, ça va nous coûter combien ? Parce qu'en réalité, tout coûte de l'argent. Tout est une question d'argent au final. C'est-à-dire que vous avez toujours le choix entre vous battre contre un locataire et faire des procédures et des lettres et des machins et des trucs, ou vous dire, ok, bon, ça me saoule, j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas envie de passer du temps à faire ça, j'ai pas envie d'avoir mon énergie là-dedans. Combien ça me coûte si jamais je passe l'éponge et basta, tu vois. Et donc, ça veut pas dire que vous passez l'éponge, mais au moins vous faites déjà ce petit calcul de vous dire, ok, dans le pire des scénarios, ça va me coûter tant. Donc ça, c'est le premier point. Hyper important parce que tout de suite, ça détend en général. Des fois, ça peut être beaucoup d'argent, bien sûr, mais ça évite d'en faire tout un fromage où t'endors mal la nuit. Parce que, en tout cas, moi, ça me rassure. Tu vois, des fois, je me dis, ok, bon, ok, par exemple, nous, notre local commercial, il y a eu des phases où les locataires n'ont pas payé, ils ont mis du temps à sortir. On savait que voilà, ok, il y a 3 mois, 4 mois de loyer qui peuvent ne pas rentrer et ça va mettre 3-4 mois à retrouver un nouveau locataire. Bon, ok, c'est à peu près 1 000 € par mois le loyer du local commercial, donc ça va nous faire perdre 1 000 € par mois pendant 6 mois, 6 000 €, ok. Donc en fait, tout de suite, on se détend. Bon, c'est sûr, 6 000 €, ça fait mal, mais tu dis au pire du pire, ok, t'as perdu 6 000 €, est-ce que je vais m'en faire tout un fromage, tout un stress, mal dormir pendant les 6 prochains mois, de panique et tout? En fait, non, ça les vaut pas, tu vois. C'est sûr que c'est embêtant, mais ça ne les vaut pas de se faire un stress. Donc, on se détend, on se dit OK. Et ça veut pas dire forcément que tu t'abandonnes la chose. Pour un problème de sortie de locataire, en général, ça coûte pas du tout dans ces ordres-là. C'est plutôt dans l'ordre du 200 €, du 300, 400 € de soucis quand vraiment la personne, elle a cassé un meuble et puis il fait des taches et un mur à repeindre. Enfin, voilà. Donc, en général, c'est dans ces ordres de grandeur-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la question, et que je trouve toujours intéressante à se poser, c'est OK, qu'est-ce que j'apprends de cette situation ? Qu'est-ce que ça m'apprend en fait ? Quelles ont été mes erreurs
et t'essaies d'analyser ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est ma philosophie dans la vie, et pareil, ça c'est une question de mindset, c'est que tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. J'en suis responsable. Parce que sinon, tu mets tout le temps la faute sur les autres et t'avances à rien. Hein. Enfin, je veux dire, ça t'avance pas. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai fait comme faute, comme erreur, et d'essayer d'analyser la situation. Typiquement, nous, le nombre de fois qu'après coup, on s'est dit, on l'avait senti lors de la visite du locataire, lors de l'état des lieux d'entrée, on avait pressenti que c'était un locataire qui allait nous mettre des problèmes. Mais comme on était un peu stressé, qu'on voulait pas de vacances locatives, du coup on s'est précipité, donc on l'a pris quand même. Et puis en fait après coup, on se dit j'aurais dû attendre 1 semaine ou 2 semaines de plus, ça aurait été bien mieux, plutôt que d'avoir ce stress avec cette personne. Donc en fait, il y a toujours une erreur. Il y a toujours une erreur qu'on a faite en fait. Moi je pars toujours de ce principe-là. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a eu une erreur avant. Et donc, par exemple, voilà, typiquement, nous ce qu'on a fait, c'est que on a appris en tout cas l'autre erreur aussi qu'on avait analysée par exemple pour les sorties de locataires quand ça se passait pas forcément exactement comme on voulait, c'est qu'on s'est dit mais en fait on n'a pas assez bien annoncé la couleur au départ. C'est-à-dire que les gens ils pensent qu'on est des personnes pas trop regardantes, qui font ça à la cool parce qu'on a l'air sympathique. Donc du coup, on va pas râler parce qu'il nous a planqué que le fait qu'il ait pété je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez les choses où sont posés les matelas là, il y a des petites barres en bois. Je me rappelle un locataire qui nous a planqué le fait qu'il avait cassé une latte. Voilà, c'est ça, c'est une latte. Donc en fait, il y avait une latte brisée en deux parce que je sais pas, il avait dû sauter sur son lit parce qu'il a fabriqué. En fait, on avait été un petit peu trop sympa, trop cool, et du coup on s'est fait avoir quoi, et du coup ce qu'il faut c'est vraiment dès le départ, en tout cas c'est comme ça qu'on a conclu, c'est d'être beaucoup plus rigoureux dans l'état des lieux d'entrée, parce que c'est ça qui va présager l'état des lieux de sortie finalement. Donc la troisième question qu'il faut se poser, donc on analyse un peu la situation, on essaie de réfléchir, ok, quelles sont mes fautes, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là, est-ce qu'il y avait eu des signes précurseurs, etc. Et troisièmement, c'est comment faire pour pas que ça ne se reproduise. Donc ça, vraiment, posez-vous systématiquement cette question. Ok, nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est que quand on a un mauvais feeling sur un locataire, on dit non direct. Maintenant, on n'est plus du tout... on se prend plus la tête. Hein. Franchement, moi, je préfère avoir de la vacance locative plutôt que d'avoir un locataire où je le sens pas. On le sent pas, point barre. Il y a un micro-intuition qui nous fait nous dire que ça sent le truc foireux, terminé, bonsoir, hop, au revoir, c'est même pas la peine, on n'essaye même pas. Et l'autre chose, c'est qu'on a mis en place des états des lieux d'entrée, mais ultra carrés, qui fait que dès le départ, la personne, elle sait combien va coûter chaque chose qu'elle n'aura pas faite à la sortie. Du coup, il n'y a pas de discussion possible, en fait. Ça a déjà été annoncé. Donc, en fait, au moment de l'état des lieux d'entrée, t'as tellement fait flipper la personne en lui disant « Écoute, tu laves pas, tes rideaux, ils sentent la clope. Écoute, c'est 50 € par pan de rideau que je vais devoir relaver derrière parce que faut que j'aille au pressing, que je les réétende, que je trouve quelqu'un pour le faire, etc. Donc ça coûte tant. Les vitres non faites, ça fait un prestataire à 50 € qui va venir faire les vitres, plus une femme de ménage, si c'est mal lavé, etc. » En fait, tu mets tous les tarifs de ce qui va avoir lieu. Évidemment, tu mets des tarifs... parce que tu mets pas juste le prix de la petite cuillère, quoi, parce que il faut quand même que tu la commandes, que tu te la fasses livrer, que tu la mettes en place. Donc entre guillemets, tu fais des tarifs avec une sorte de main d'œuvre inclus. Tu vois, le temps que tu vas devoir passer pour régler le problème. Tu vois, tu mets pas juste le spritz pour laver la vitre, tu vas quand même mettre le temps passé comme si c'était un prestataire qui venait pour laver la vitre. Donc en fait, nous on a tout mis ça au carré dans nos états des lieux d'entrée, et comme ça, en fait, franchement, depuis, on a très très peu de problèmes lors des états des lieux de sortie. Et on a évidemment formé nos gestionnaires, parce qu'aujourd'hui, on fait quasiment pas d'état des lieux d'entrée ni d'état des lieux de sortie. C'est rarissime. C'est vraiment aussi parce qu'il y a un gestionnaire qui est pas là, pour X raisons. Et donc, c'est pour ça que, on fait ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on a mis en place ce système d'état des lieux d'entrée pour avoir des états des lieux de sortie qui se passent super bien. Voilà. Alors qu'en fait, en réalité, il y en a énormément des personnes qui vont juste rester sur leur conclusion. Les locataires sont pas respectueux, et en fait, ça ne fait pas avancer. Et puis, tu vas juste ronchonner tout le temps que tu seras propriétaire à chaque fois que tu auras un locataire.
Ok ? Donc, au lieu de remettre la faute sur les autres, remets-toi en question et essaye d'avancer en suivant ces 3 étapes. Donc, je rappelle les étapes. Première étape, faire le scénario du pire pour se rassurer, même si des fois ça peut quand même faire flipper les montants. Chacun est plus ou moins sensible au stress du montant qu'il peut y avoir, mais en tout cas, on se dit, ok, au pire du pire du pire du pire, ok, ça va me coûter comme ça. Deuxièmement, qu'est-ce que j'apprends de cette situation ? Donc, on analyse, on essaie de comprendre les erreurs qui ont été faites et les signes qui ont eu lieu. Et troisièmement, comment est-ce qu'on fait pour ne pas que ça se reproduise ? Alors, typiquement, par exemple, je vais vous donner 2 autres exemples parce que là, on a beaucoup parlé de l'exemple du problème de locataire lors de la sortie. Le deuxième exemple, c'est notamment le chauffe-eau qui lâche. Donc, un problème technique. Nous, typiquement, nous, c'est les chauffe-eau qui lâchent. Nous, c'est le truc. on a tous les 4 ou... Allez, tous les 6 mois, on a un chauffe-eau qui lâche. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Typiquement, nous, ça nous est arrivé une première fois. Heureusement, on a la garantie décennale du plombier qui revient, qui regarde ce qui s'est passé. La première fois, le chauffe-eau, je crois que c'était peut-être 2 ans qu'il était garanti, le chauffe-eau. Je ne sais pas combien de temps ils étaient garantis, les chauffe-eau. Donc, c'était bon. Avec la garantie, on avait pu faire changer le chauffe-eau. Le problème, c'est que c'est toujours stressant parce que forcément, les locataires, ils n'ont pas d'eau chaude pour se doucher. Donc, ça met un peu de pression. Il faut avoir des artisans qui soient assez réactifs, donc ça se gère même à distance, parce que nous, on avait déjà géré des chauffe-eau qui lâchent à distance, parce que tu trouves, t'as tes artisans, même s'ils sont pas là, au pire du pire, tu demandes à un autre artisan, tu trouves des solutions pour que en général, les locataires, ils sont contents d'avoir un artisan qui vient changer le chauffe-eau, donc ils vont ouvrir la porte, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que le problème s'est revenu plusieurs fois. Et on se dit, mais ok, c'est bien, mais bon, le pire des scénarios, c'est qu'on doit changer tous les chauffe-eau tous les 6 mois. Mais bon, à un moment donné, c'est pas viable. Enfin, tous les 6 mois de changer un chauffe-eau, c'est pénible. C'est pénible, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est surtout que c'est dans un immeuble en particulier. Ensuite, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on apprend ? Pourquoi est-ce qu'il y a ces chauffe-eau qui lâchent régulièrement dans cet immeuble, etc. Et donc, en fait, on a analysé le fait qu'il y avait probablement un problème électrique. Donc, il y a un problème électrique, donc il y a des moments de surtension dans certains appartements qui font péter les chauffe-eau. Nous, ça, c'est notre analyse, parce qu'il y a eu d'autres problèmes dans les appartements qui font qu'il y a eu des surtensions. Donc là, on est en train de voir et de revoir avec l'électricien pour essayer de trouver des solutions pour protéger les chauffe-eau en cas de surtension. Donc en fait, là, on est en train d'analyser la situation pour essayer de comprendre, ok, d'où ça vient. C'est-à-dire que au lieu de râler en se disant oui, machin, les chauffe-eau, ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas, c'est nul d'être propriétaire, etc. Bon, premièrement, le pire des scénarios, voilà, on change un chauffe-eau tous les 6 mois, ça coûte tant, ça nous fait perdre du cash flow, c'est sûr, c'est pénible, mais voilà, c'est comme ça. Deuxième axe de réflexion, est-ce qu'on va essayer d'analyser la situation ? Pourquoi est-ce que ces chauffe-eau lâchent alors qu'ils sont neufs ? Ils sont neufs. Ils ont moins de 5 ans, quoi. Enfin, ils sont pas... ils ont quand même 7 ans. Ouais, 7 ans. Mais voilà, ils ont leur âge, mais bon, c'est quand même pas une raison, quoi. C'est quand même pas une raison de lâcher aussi souvent, quoi. Enfin, j'exagère. Peut-être que, voilà, on a peut-être eu 4 chauffe-eau qui ont lâché, mais pour nous, ça nous paraît beaucoup, quoi. On se dit, c'est pas normal dans cet immeuble-là. Je sais pas combien il y a de chauffe-eau qui ont lâché. Mais en tout cas, c'est récurrent. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour résoudre ça ? Et donc, nous, on est en train de voir là avec à la fois l'électricien qui a fait l'électricité de cet immeuble-là pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Et on est en train aussi de réfléchir à des solutions électriques pour protéger les chauffe-eau de ces fameuses surtensions probables qui font péter le chauffe-eau à chaque fois. Donc ça, c'est en train d'être étudié. Donc je parle peut-être pas de façon techniquement correcte, mais en tout cas, le sujet, il est en train d'être traité pour essayer que ça ne se reproduise pas. Voilà, c'est tout. En fait, tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas, quoi. Moi, ça me stresse pas plus que ça, quoi. Moi, ça me stresse vraiment pas plus que ça, cette affaire. On va trouver la solution. Au pire du pire, ok, allez, peut-être une fois par an, il y a un chauffe-eau qui pète, et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça. On va voir. Moi, j'espère quand même qu'on va trouver la solution pour pas que ça se reproduise. Mais c'est même pas une question d'argent ou une question de souci de devoir les changer. C'est plus de me dire, je serais contente que ça n'arrive plus, parce que ça nous fait une chose de moins à gérer, c'est tout. Mais c'est pas... y a rien de grave à ça. Et ensuite, le troisième exemple dont j'avais envie de parler, c'était la copropriété. Parce qu'en réalité, la copropriété, ça pour le coup,
Ça pour le coup, parce qu'en l'occurrence, on a expérimenté la copropriété avec l'appartement dans lequel on vit aujourd'hui, qui est notre résidence principale, qui est en copropriété. Vous savez, on a donc nos 3 immeubles en monopropriété dans lesquels on est les boss et on fait ce qu'on veut quand on veut. Il n'y a pas de discussion avec qui que ce soit. Alors que l'appartement dans lequel on vit, qui est notre résidence principale, en fait, on est copropriétaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on a connu comme stress cette année et les années précédentes autour de cette copropriété. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Donc, en l'occurrence, dans mon cas, le pire des scénarios, pour moi, ce serait de revendre l'appartement parce que ça nous saoule à un moment donné d'avoir des problèmes de copropriété. Voilà, franchement, les multiples problèmes de qui paye la rambarde à cause de l'isolation, voilà, il y a d'autres sujets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet Ouais, je sais pas, le timing des travaux quand les gens ils doivent passer chez nous et qu'on n'a pas envie. Le fait d'avoir des gens qui sonnent pour ouvrir les portes pour les voisins, pour les livreurs. Enfin bref, il y a toujours des trucs, quoi, je vous jure. Et voilà, en fait, ok, chaque sujet peut être pris séparément. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire ci? Qu'est-ce que ça nous coûte de faire ça? Quelles sont les différentes solutions? Bon, voilà. Le pire des scénarios, de revendre, ça nous saoule un peu parce on s'est vraiment investi dans les travaux de cet appartement. La question, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Alors moi, pour moi, ma conclusion, elle est très simple. Par rapport aux copropriétés, c'est plus jamais de copropriété. C'est ce que j'ai appris, ça c'est radical. Et comment faire pour pas que ça se reproduise? C'est ne plus jamais acheter en copropriété. Ça c'est clair et net pour moi. Maintenant qu'on est installé et que nous, on n'a pas envie de revendre, en fait, c'est vrai qu'avec Cyril, quand on a des moments de stress maintenant par rapport à la copropriété, on essaie de se faire le pire des scénarios en termes de coûts. On essaye de lâcher un peu prise en se disant, ok, au pire du pire, ça va nous coûter tant parce que pour X raisons, la copro ne veut pas faire ci, donc du coup, on veut le prendre à notre charge. Enfin, voilà, peu importe. Voilà, maintenant, on relativise. On sait que c'est le prix de notre erreur d'avoir acheté en copropriété. Et puis voilà, quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a fait du bien, en tout cas, de voir en tout cas qu'il y a des propriétaires qui prennent les problèmes. Parce que oui, on aura toujours, en fait, et ça fait partie de votre job de propriétaire. C'est-à-dire que quand on est propriétaire, en fait, on est le responsable, on est l'adulte dans la pièce qui doit gérer les problèmes. Donc ça fait partie du job, en fait. Sinon, t'es un enfant qui n'est pas responsable des objets et des choses qui t'entourent. Donc en fait, du coup, si t'as pas de responsabilité, en effet, t'as pas de problème. Mais voilà, c'est la vie. Soit tu préfères être du côté des gens qui ont des responsabilités, soit tu préfères être du côté des gens qui n'ont pas de responsabilité. Avantages, inconvénients de chaque côté. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.